bienvenue dans l'Africa News Room à la une de l'actualité. Ce soir, 15 ans après l'avoir quitté, le Zimbabwe a-t-il sa place dans le Commonwealth? Le pays se porte candidat pour réintégrer l'organisation qui rassemble en majorité les anciennes colonies britanniques. Tentative pour le Zimbabwe de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Quelle pertinence de siéger au sein de cette organisation? Une réadmission pourra-t-elle permettre au Zimbabwe de normaliser ses relations avec la communauté internationale? C'est la question au cœur de notre premier débat. Au Nigeria, 293 millions de dollars sur le marché des devises. Troisième opération de ce type depuis le début de l'année. Décision de la Banque centrale pour faire face au risque d'une pénurie de dollars. Hausse du prix de la course de taxi et autobus. Kinshasa, la capitale RD congolaise, paralysée ce lundi. Le prix de la course est passé de 500 à 700 francs congolais sur décision des autorités urbaines. Une augmentation qui a provoqué la colère et qui a donné lieu à un mouvement de protestation ce lundi. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, M. Abdelkarim Yacoub Kondongomi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du Pacte et également directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. À mes côtés également, M. Daniel Toglang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, M. Blaise Eyoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Merci à tous les trois. Place tout de suite à l'actualité politique. Le Zimbabwe candidat donc pour siéger de nouveau au sein du Commonwealth. C'est en 2003, sous le régime du président Robert Mugabe, que le pays a claqué la porte à l'organisation. Une étape de plus qui a alors participé à isoler davantage le pays de la communauté internationale. Processus déjà entamé à partir des années 1990. Réintégrer le Commonwealth pourrait signer le retour du Zimbabwe sur la scène internationale. Pour l'heure, l'organisation indique avoir pris acte de la candidature du président Emmerson Mnangagwa. Gladys Mamba. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. C'est dans une lettre datant du 15 mai 2018 et adressée au Commonwealth que le pays a officialisé sa volonté de réintégrer l'organisation. En 2003, le Zimbabwe claquait la porte du Commonwealth, composé d'anciennes colonies britanniques, suite à une suspension en raison d'allégations de fraude et de violence ayant marqué le scrutin présidentiel de la même année. Aujourd'hui, le pays tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. On est là dans une logique de correction de la diplomatie zimbabwéenne qui veut s'arrimer au Commonwealth pour pouvoir espérer attirer les investissements, mais aussi pour pouvoir juguler quelques sanctions économiques qui sont aujourd'hui adressées par certains pays. Le changement de président a également permis un changement de cap politique. Dès son arrivée au pouvoir en novembre 2017, Emmerson Mnangagwa s'était engagé à relancer l'économie et les finances du pays, affectées par les 37 années passées sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe. Un retour au sein du Commonwealth permettrait au Zimbabwe de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Les pays de l'Union africaine, donc du continent africain, cherchent à avoir une plus grande souveraineté nationale, mais surtout internationale affirmée. Mais en même temps, c'est des pays qui sont dans une logique de dépendance stratégique. Et à ce niveau-là, il va sans dire que tant que l'unité n'est pas acquise, tant que le développement n'est pas restauré, et tant que la stabilité intérieure n'est pas de retour, ces pays-là sont obligés de courir après d'autres puissances. Le Commonwealth s'est dit favorable à un retour du Zimbabwe au sein de l'organisation. Si cela venait à se faire, le Zimbabwe reprendrait la place qu'il a quittée il y a 15 ans. Alors le Zimbabwe, isolé donc depuis 30 ans de la scène internationale, le régime de l'époque, en tout cas il y a encore quelques mois, régime contesté du président Robert Mugabe. Abdelkarim Yacoub Kondongomi, réintégrer le Commonwealth pourrait permettre au Zimbabwe de normaliser enfin ses relations avec le reste du monde, avec la communauté internationale. Il faut se poser la question pourquoi on peut quitter. On va en parler dans quelques instants. Voilà, la question c'est ça. Robert Mugabe a quitté tout seul, de décision unilatérale. C'est son parti qui a décidé de partir. Maintenant, le nouveau président revient aux affaires et veut changer de cap. Mais qu'est-ce qui garantit que ce nouveau président
respectera le pourquoi des sanctions contre Mugabe qui a fait son départ. Donc pour l'instant, il y a des élections qui viendront dans quelques mois. Je crois qu'il est très tôt de pouvoir accepter son retour tant que les conditions ne sont pas remplies, tant que les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance, l'exigence du Commonwealth au Zimbabwe n'aura pas été effective. Je crois que l'accepter tout de suite, c'est prendre le risque de recommencer encore. Pour moi, je ne suis pas encore convaincu tant que je ne vois pas des actes, parce que les paroles, c'est bon, l'économie, la stabilisation, c'est bien, mais il faut changer. Le discours, ça ne suffit pas. J'espère, en tout cas, cette volonté de retour montre aussi que les élections qui viendront seront transparentes et que l'opposition sera respectée, les droits de l'homme seront respectés et la bonne gouvernance reviendra. Voilà. Alors vous êtes rentré immédiatement au cœur du débat, Abdelkarim. Alors quand même, il faut se rappeler aussi, c'est vrai, les conditions, le contexte dans lequel le Zimbabwe a quitté le Commonwealth en 2003. Alors cela faisait suite à la décision de l'organisation de suspendre le pays à la suite de l'élection présidentielle de 2003, présidentielle contestée, il y aurait eu des fraudes. Alors, est-ce que le Commonwealth ne va pas finalement attendre, là, par rapport à cette candidature, l'issue de la prochaine présidentielle qui devrait sans doute se tenir aux alentours du mois de juillet, attendre l'issue du scrutin et voir la manière dont il s'est déroulé en termes de transparence. Monsieur Ayoum. Alors, je vais peut-être trancher de ce que vient de dire mon cher frère. Je ne suis pas très à l'aise avec les institutions occidentales, que moi je qualifierais d'occidentales, qui dictent leur mode de fonctionnement aux pays dits indépendants et autonomes, en particulier les pays africains. On voit très peu ces organisations internationales qui ont pour principal objectif, il faut quand même le dire au départ, de continuer au-delà de la colonisation qui a été faite dans les années 40, 50, voulu maintenir sous leur joug. On parle ici du Commonwealth, on pourrait parler en parallèle de la francophonie, même si c'est des choses bien différentes dans la conception même de ces organismes. Dans la conception du Commonwealth, on parle des pays indépendants qui se sont associés volontairement, mais avec une personne qui chapeaute, la reine d'Angleterre. Et à l'intérieur, on a mis des exigences, notamment la bonne gouvernance, le respect des élections, etc. Mais tout est relatif dans cette bonne gouvernance, qu'on applique souvent qu'aux pays africains. Alors le président Mugabe, mon confrère disait tout à l'heure qu'il faudrait pourtant déjà chercher les raisons pour lesquelles il s'est retiré. Au-delà de l'élection de 2003, vous parliez tout à l'heure de 30 ans de mise sur le banc de la communauté internationale du Zimbabwe, c'était certainement dû à l'attitude que le président Mugabe avait adoptée dans la redistribution des terres, entre autres, aux populations qui étaient lésées suite à l'ancienne colonisation. Et il voulait restituer une sorte d'équité qui est d'ailleurs inscrite dans le Commonwealth, où les populations, le développement économique... Je crois que... je vous en prie. En fait, il ne faut pas exagérer dans la définition de la fonction de ces institutions. Les pays africains ont le droit et des intérêts à défendre dans n'importe quelle institution que ce soit. Tant qu'on n'a pas sur le continent africain des institutions fortes, capables justement de faire le travail que ces institutions internationales le font, eh bien, on a toujours intérêt d'être présent dans toutes ces institutions. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a des abus, il y a des tentatives de domination. C'est à nous maintenant d'être plus intelligents et à nos États d'être encore plus intelligents, de pouvoir en tirer l'épingle du jeu. Mais Mugabe, il a été mis sur le banc des États, ce n'est pas parce qu'il a été président ou parce qu'il a défendu ses paysans. Mugabe, si on le soutient historiquement parlant, il a soutenu la bataille contre l'apartheid, il a été un grand homme. Mais à la fin, il a complètement changé. À la fin, il a commencé même à opprimer son propre peuple. Donc, quand un individu a été l'exemple d'un leader exemplaire sur le continent et qui finalement finit par dériver et à être l'assassin de son peuple, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi lever le petit doigt et de ne pas seulement compter sur son passif pour l'absoudre de tout ce qu'il a fait. Alors, je vais terminer. Alors, Monsieur Togning, n'hésitez pas à intervenir. Si. C'est vrai qu'il faut un peu s'éloigner
de cette manière de toujours voir dans tout ce qu'on fait une domination quelconque. C'est vrai qu'il faut être intelligent, c'est vrai qu'il faut acquérir cette autonomie, moi je dis une autonomie de décision, parce qu'on est dans une communauté qui est internationale, chacun doit y participer à la mesure de son poids, de sa capacité à le faire. Si le Zimbabwe renoue aujourd'hui avec le Commonwealth, c'est bon, il veut réintégrer une place qu'il n'aurait pas dû quitter, parce que par rapport à la francophonie, je crois que le monde du Commonwealth, les pays du Commonwealth ont une certaine liberté, une certaine autonomie, hein, ce qui n'est pas le cas pour les francophones. Deuxièmement, si on a exclu M. Mugabe par le Zimbabwe, c'est parce qu'à un moment donné, il a adopté des manières de faire et de gouverner qui n'étaient plus compatibles avec ce que l'on accepterait. Voilà. Et aujourd'hui, oui, le pays est malade, on a changé de gouvernement, c'est bien qu'il retrouve sa place pour défendre quoi? Est-ce que c'est pour renoncer à ce qu'il a acquis en tenant tête au monde en général, ou bien c'est juste pour dire oui, je reviens, mais attention, ne me prenez pas comme bien avant. J'ai changé, mais je garde une certaine manière de faire. Abdelkarim, cette demande de réadmission, c'est pour redorer en quelque sorte son blason, une manière de se légitimer après la fin du régime Robert Mugabe. Il prend le contre-pied de tout ce que Mugabe a fait, mais moi, ça me laisse sceptique parce que ce n'est pas n'importe qui l'actuel président. C'est l'homme fort, ancien bras droit de Mugabe, de l'ex-président. Et qu'il est quand même l'architecte de tout ce que Mugabe a fait. Maintenant, il promet le nouveau. Tout le monde a le droit de changer. S'il se remet en question, c'est très bien. Mais comme je le dis maintenant, il ne faut pas que ce soit des alibis pour pouvoir retrouver de légitimité sur le plan international dont ils ont perdu parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas compatibles avec des valeurs et des principes qu'ils défendent ou des institutions qui appartiennent. Maintenant, M. Mnangagwa, il veut être un homme nouveau, c'est parfait. Mais moi, franchement, je préfère qu'il soit un homme nouveau pour son peuple en faisant des actes vis-à-vis de son peuple que d'abord de faire des déclarations pour pouvoir se faire accepter, comme il a dit, à des institutions qui ne sont pas quand même... Je reviens donc à ma question. Oui. Voilà, Emmerson Mnangagwa qui se dit un homme nouveau, quelqu'un qui veut incarner en quelque sorte la rupture. Donc ma question, et c'était l'autre que je posais il y a quelques instants, est-ce que l'organisation ne va pas attendre avant de prendre sa décision, attendre l'issue du scrutin de juillet 2018? Oui, juste en fait, ce qu'on voit, c'est que l'organisation cherche aussi, parce qu'on a vu la délégation qui s'est rendue en Angleterre, qui a fait le communiqué? C'est la Grande-Bretagne, c'est Londres qui a fait le communiqué comme quoi que Londres souhaite le retour des Zimbabwe. On a dit à un moment donné... Ils soutiennent le retour? Oui, ils soutiennent, mais quand même, c'est eux qui ont fait la déclaration qu'ils ont souhaité son retour. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut que les Zimbabwe disent qui veut revenir et que c'est ces dirigeants-là qui vont poser des actes. Ouais, moi, je suis vraiment pour qu'on pose des actes. Il ne faut pas que ce soit du deal diplomatique. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'il y ait des deals diplomatiques entre puissances et pays ou des dirigeants. Alors, non. Il faut qu'il y ait j'aimerais peut-être rajouter quelque chose parce que d'abord le Zimbabwe n'est pas le seul pays à être parti, à être revenu dans le Commonwealth. Exact. Il y a d'autres exemples, et notamment la Gambie, qui est revenue récemment. Et il y a des exemples de pays qui n'étaient même pas sous la colonisation anglaise, comme le Rwanda, qui ont intégré cette... voilà. Je reviens aussi à ce que mon voisin disait tantôt, que ces pays sont beaucoup plus libres qu'ils ne le sont dans le contexte de la sphère francophone. Soit, mais je reviens à ce que je disais. Les États africains se doivent de construire une autre unité, pas toujours chapeautée par ceux qui les ont colonisés. Les critères pour lesquels on leur demande d'avoir des exigences, les critères pour lesquels que vous évoquiez tout à l'heure, d'intégrer ces organismes sont universels. Respect des droits de l'homme, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais est-ce que vous concevez la démocratie en Europe à la même échelle que la démocratie en Chine, à la même échelle que la démocratie en Russie, à la même échelle que la démocratie en Afrique? Non. Évidemment qu'on a notre conception à nous de la démocratie qui a existé bien avant qu'elle ne soit répandue d'ailleurs en Occident. On doit se la réapproprier et les critères que vous évoquiez en termes de droits de l'homme
qu'est-ce que vous mettez dans droits de l'homme? Je conteste beaucoup ça quand c'est les Occidentaux qui nous dictent une manière de fonctionner. Parce que quand on observe les critères pour lesquels, pour moi, le Zimbabwe lui-même a décidé à un moment donné de se retirer, c'est pas le Zimbabwe, c'est Mugabe et son parti ZANU-PF qui ont décidé de le faire. C'est le Mugabe. Alors l'opposition n'a pas été consultée, ni la société civile, et même le président du Parlement zimbabwéen à l'époque est contre. Donc c'est une personne qui a décidé sur un coup de tête de partir. Mais il y a d'autres pays qui l'ont décidé. Moi je crois que c'est vrai ce que vous dites. Nous tous on est panafricanistes, on veut avoir nos propres institutions, mais qui va le faire? On demande à des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir pendant 30, 40 ans et qui n'arrivent même pas à payer leurs fonctionnaires ou à faire fonctionner un petit État. Oui. Et quand on regarde la composition de l'Union africaine, ça fait combien de temps qu'on a l'Union africaine? On est passé de l'UEA à l'Union africaine et jusqu'à aujourd'hui, presque 50% du budget de l'Union africaine est payé par l'Union européenne et d'autres contributions. Tout à fait. Et alors, si vous voulez qu'on ait des institutions respectables, alors donnons-nous un moyen de le faire. Déjà, ayons la capacité de pouvoir déjà financer nos propres institutions. On ne peut pas se dire à un peuple indépendant. Alors justement, M. Togdeng, si le Zimbabwe cherche là à être réadmis au sein du Commonwealth, c'est parce qu'il faut aussi financer les élections qui arrivent. C'est ça le problème. Je sais, ce que l'on peut dire, c'est qu'il cherche la rupture de son isolement externe. C'est bien que le Zimbabwe ait donné des garanties à Londres pour qu'il puisse défendre sa candidature, c'est bien. Mais il y a aussi une rupture de l'isolement interne. Je veux dire, l'isolement du gouvernement interne a opéré par rapport aux partis politiques de l'opposition et par rapport à la population en elle-même. Oui. Pourquoi l'opposition? Parce qu'il faut qu'elle puisse s'exprimer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il faut aussi que la population puisse aussi s'exprimer et obtenir de vivre mieux, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. Voilà, pour moi, l'intérêt, c'est ça. Pour le reste, je crois que la liberté, que ce soit de décider par soi-même, que ce soit de parler librement dans les conseils des nations ou bien chez soi, il faut l'acquérir, il faut se battre tous les jours. Donc, nos pays, s'ils veulent être autonomes, on est interdépendants, toutes les nations sont interdépendantes, autonomes, c'est-à-dire par rapport à leurs décisions, c'est vrai qu'il faut qu'ils révisent leur manière de faire, de voir et de gouverner. Ça, c'est certain. Donc, pour le reste... N'oublions pas qu'il y a des sanctions économiques qui sont appliquées encore bien sûr, contre le Zimbabwe, contre les autres pays, parce que si on regarde ce que fait l'Amérique aujourd'hui, c'est la politique du bâton. Oui. Ma foi, on ne peut plus fonctionner aujourd'hui, surtout pour les pays africains qui doivent maintenant se demander si vraiment ils sont indépendants et libres ou pas. Ils sont indépendants, bien entendu. Est-ce que vous permettez juste un tout petit parallèle pour rejoindre ce que vous dites? Ce matin, sur une chaîne concurrente, j'ai écouté l'ancien Premier ministre français, M. De Villepin, qui disait très clairement, face à cette sorte d'indépendance, que face aux dernières déclarations du président Trump, des déclarations qu'on connaît, je ne vais pas les répéter ici, la France se demandait, à un moment donné, si elle va maintenir ses relations diplomatiques et cordiales avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que chaque pays, lorsqu'il se sent menacé, ses intérêts se sentent menacés, il se doit de se défendre. Je comprends que le Zimbabwe veuille rentrer dans cette grande... C'est 2,5 milliards d'habitants dans le grand Commonwealth, avec des échanges. Mais ces échanges, à minima... Pour moi, en ce qui me concerne. Alors ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd. Mais donc c'est surtout des enjeux diplomatiques. Voilà, exactement. Là où j'ai dit que, attention, les pays qui ont la commission qui a décidé de sanctionner les Zimbabwe à l'époque, il y a aussi les pays africains. Bien sûr. Il y a aussi l'Inde, il y a d'autres pays qui ne sont pas l'Angleterre seulement. Donc ce qui veut dire que c'est une communauté, qu'on le veuille ou pas, c'est une communauté qui a ses valeurs, qui apporte ce qu'elle apporte, que les Zimbabwe, moi je crois qu'à un moment donné, on doit sortir de ce afrocentrisme pour dire que notre souveraineté, notre indépendance, donc on accepte tout. Non. À un moment donné, soyons plus malins. Nos États, nos dirigeants doivent être encore plus malins
en occupant l'espace sur le plan international et en respectant ces principes. Les principes de démocratie et des droits de l'homme, c'est écrit dans la charte des droits de l'homme, dans la charte de l'OUA et de l'ONU et de l'UA. Merci. C'est pas pour tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est notre valeur, c'est nos valeurs à nous. Personne ne nous en impose. Merci à tous les trois pour ce décryptage. Il est à présent l'heure de marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.